Bougez pas. Et normalement, vous devez pouvoir voir ce que j'ai sur mon écran. Donc moi, je suis Franck Atlan. Alors moi, je suis diplômé de l'ESSEC, hein. J'ai fait l'ESSEC après une prépa HEC. Donc c'était pour moi important que de faire une école de commerce, car j'avais à l'époque beaucoup de plaisir à travailler aussi bien les maths que la philo, que les langues. Et le fait de faire une prépa HEC était pour moi une continuité de la terminale. Et c'était surtout à l'époque, on va dire, la règle dans la matière. Il faut savoir que il y a plus de 20 ans maintenant que j'ai passé mes concours, et il faut savoir que il n'y avait pas encore vraiment d'école de commerce post-bac qui était parvenue à obtenir un tel niveau de reconnaissance, un tel niveau de comment dire, oui, de reconnaissance, d'accréditation, qui permettait vraiment aux parents d'être tranquilles quand ils envoyaient leurs enfants en école post-bac. Moi, je sais qu'à mon époque, les écoles post-bac, il y en avait déjà très peu, et le peu qu'il y avait d'écoles de commerce post-bac n'étaient pas forcément des écoles qui recrutaient les meilleurs candidats. Aujourd'hui, la donne a vraiment changé. On a dans les listes de candidats qui présentent les concours Sésame, les concours Access, des élèves qui pourraient très bien faire une prépa HEC, des élèves qui pourraient très bien faire des études dans de très belles universités, et qui pour autant font le choix d'une école de commerce post-bac. Nous avons eu une montée en gamme claire, hein, depuis maintenant une dizaine d'années, dans le niveau des étudiants qui intègrent ces écoles post-bac. Et donc à mon époque, il y avait l'ESSEC, qui était une école post-prépa, mais il y avait aussi l'EPSI. Alors l'EPSI s'écrivait EPSCI, c'était justement l'ancêtre du BBA de l'ESSEC. Car si vous êtes là ce matin, c'est que j'imagine que beaucoup d'entre vous ont pour ambition de réussir le concours d'entrée à l'ESSEC BBA, j'imagine, qui est une des écoles les mieux classées du concours Sésame. Et donc moi je suis là, voilà, pour vous dire que c'est une très bonne école, le BBA de l'ESSEC. Je connais bien cette école forcément. En tant qu'ancien diplômé de l'ESSEC, je suis encore membre de jury de concours là-bas, et j'interviens souvent pendant les oraux. J'ai beaucoup d'étudiants à Orlum qui intègrent chaque année l'ESSEC, hein. On a eu plus de 200 l'année dernière qui ont intégré le BBA de l'ESSEC, donc c'est énorme, enfin qui ont été admis en tout cas. Alors après je sais pas s'ils ont tous été à l'ESSEC, je crois pas. Il y en a qui sont partis à l'IESSEC, il y en a qui sont partis à Dauphine, il y en a qui sont partis en prépa HEC, il y en a qui sont partis à l'ESCA ou je ne sais où, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on en a eu oui, enfin beaucoup plus que 200 même, et c'est vrai que bon, on a des retours d'élèves qui chaque année nous disent qu'ils sont très heureux là-bas, et pour qui ça se passe très bien. Donc voilà. Moi après j'ai fait de la stratégie du marketing à l'ESSEC, et j'ai ensuite créé Orlum après une carrière en cosmétique. J'ai travaillé pendant des années au sein des groupes LVMH et L'Oréal, à des postes marketing en tant que développeur de nouveaux produits. Donc voilà, j'ai développé des déodorants de chez Ushuaïa, des doupes Doche, enfin Dop, des douches Dop, mais aussi voilà, des crèmes de soins pour le visage chez L'Oréal Paris. J'ai travaillé également chez Kerastase, enfin voilà, chez Christian Dior. J'ai eu la chance d'avoir une expérience assez longue en cosmétique jusqu'au jour où ma passion première m'a rattrapé, à savoir l'enseignement, et donc j'ai créé en 2006 Orlum. J'ai écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet des concours, notamment des ouvrages consacrés au concours des écoles de commerce post-bac, dont certains qui sont aujourd'hui voilà, achetés par quasiment tous les candidats, hein. C'est plutôt une fierté pour moi que de vous dire ça, car c'est un long travail de plus de 20 ans, hein, d'écriture, de méthode, essayer de trouver des astuces pour les élèves de sorte qu'ils puissent vraiment se distinguer le jour J. Et je suis aussi accessoirement concepteur de sujets de concours, et j'ai déjà créé des épreuves de raisonnement et compétences pour le concours Sésame. Donc, il faut savoir que attends, je tourne la page. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu les ouvrages en question, parce qu'on me demande souvent quels ouvrages il faut acheter pour se préparer. Donc vous avez la Bible du concours Access, vous avez la Bible du concours Sésame, qui sont des ouvrages qui sont aujourd'hui bon, numéro un des ventes en toute humilité, hein. C'est juste que ce sont des ouvrages qui sont très complets. Vous avez aussi un ouvrage qui est très intéressant et qui plaît beaucoup, c'est la remise de niveau en calcul. C'est pour celles et ceux qui ont du mal avec les fractions, les
les pourcentages, les puissances, les mises en équation et autres. Il y a la Bible des entretiens et de motivation, qui est un ouvrage qui paraît être un petit peu superflu ou pas forcément nécessaire, parce qu'on se dit, bon, bah, les oraux, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison, pour peu que je fasse une prépa en plus comme Orlhomme et qu'on m'entraîne aux oraux, ça peut ne pas être obligatoire. Je dis pas que c'est un ouvrage obligatoire, mais c'est un ouvrage quand même qui vous aide à y voir très clair sur les différentes recherches que vous devez faire sur vous-même, sur vos qualités, vos défauts, le projet professionnel, la façon de se présenter en entretien, les questions clés qui sont posées. Donc si vous avez à un moment donné une vingtaine d'euros à dépenser pour cela, je pense qu'il faut pas hésiter. C'est un ouvrage qui est très intéressant, et je n'ai pas été le seul à l'écrire, hein. Ça a été un ouvrage fait en coécriture avec Fabrice Carlier, diplômé de Sciences Po Paris et ancien directeur marketing dans le monde des médias. Donc c'est un garçon, voilà, qui est très talentueux et avec qui j'ai écrit cet ouvrage-là. Puis vous avez aussi les 5000 QCM de culture générale. Ça, c'est un ouvrage qui est super, parce que dès que vous avez eu l'épreuve de culture G, donc vous avez notamment eu l'épreuve de culture G, comme vous le savez, au concours Sésame, avec l'épreuve de questions contemporaines. Vous avez aussi une épreuve de culture G au concours Access, avec la fameuse épreuve d'ouverture culturelle. Et bon, et accessoirement, c'est un ouvrage qui se garde longtemps. C'est un ouvrage où vous allez réviser aussi bien les sujets sur la préhistoire, le Moyen-Âge, que les grands sujets de sport, de cinéma, de peinture et autres. Donc ça va être une façon pour vous, avec 5000 QCM, d'avoir une vision assez globale de la culture générale, avec aussi un focus d'actualité, parce que chaque année on remet à jour l'ouvrage, justement parce qu'il y a plusieurs centaines de questions qui sont mises à jour, qui sont des questions d'actualité. Ensuite, il faut savoir que on va parler ce matin de l'épreuve de raisonnement et compétences. On est là pour ça. Donc l'épreuve de raisonnement et compétences est une épreuve qui est importante, comme vous le savez, hein, comme je vous l'ai dit en préambule. C'est une épreuve qui va en moyenne à peu près composer un tiers de coefficients, hein, donc 30% et plus des coefficients du concours Sésame. C'est une épreuve qui est nouvelle pour tous les candidats, c'est-à-dire que personne n'a jamais vraiment travaillé là-dessus, à part celles et ceux qui ont dû aller chez le psy pour faire des contrôles de QI parce que vous étiez particulièrement précoce ou brillant ou turbulent. Ça dépend des raisons pour lesquelles on vous emmenait chez le psy plus jeune, mais en tout cas, voilà, il y a parfois des étudiants qui sont amenés à faire des tests, hein, avec des lettres, des chiffres, des figures et autres, mais généralement, ça reste quand même une épreuve qui est très, très nouvelle pour tous les candidats, ce qui est plutôt encourageant, parce que ça permet quand même à celles et ceux qui ont un niveau, on va dire, de maths ou de français qui n'est pas exceptionnel, de se dire que malgré tout, vous êtes tous sur un même pied d'égalité, parce que lorsque vous avez à faire une épreuve de raisonnement et compétences, vous êtes face à une épreuve finalement que tout le monde découvre. C'est pas parce que vous êtes particulièrement très fort en maths que vous allez être beaucoup plus à l'aise que quelqu'un qui serait moins bon que vous en maths sur une épreuve comme celle-ci, parce qu'on va voir que c'est une épreuve qui teste 3 compétences clés, hein, la logique, le calcul et le français. Et la logique, en fait, c'est quoi? C'est typiquement des épreuves de chiffres, de lettres, des épreuves avec des figures, avec des choses assez hallucinantes, hein. On peut vous demander par exemple de compter le nombre de carrés que vous allez avoir dans la figure suivante, par exemple. Donc, et là, vous savez bien que c'est pas aussi simple que ça, parce que si on vous demande de trouver pour le coup des carrés comme ça, vous allez devoir faire attention à compter évidemment les carrés individuels comme ceci, mais vous allez devoir aussi compter les carrés qui est celui-ci. Alors, bon, je dis carré, mais on va dire que c'est rectangle la question, parce que carré, ce serait plus compliqué. Mais on va dire des rectangles. Donc, vous avez ce grand rectangle qui est là, mais il faut compter aussi le rectangle qui est là. Il faut compter aussi le rectangle qui va être là, par exemple. Et puis le grand rectangle qui est là, il compte pour un aussi. Donc ça, c'est une question qui peut tomber en logique, hein, qui est complètement flippante, parce qu'on se dit mais comment je résous ça? Et vous pouvez avoir effectivement des questions qui touchent à des choses aussi bizarres que ça, mais on peut aussi avoir des séries de lettres, des séries de chiffres, des séries d'intrus, des séries également où on va vous demander dans un tableau de compléter un tableau. Vous allez avoir des questions en logique où il va être avec des séries graphiques, hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les séries graphiques, mais par exemple on va vous mettre un petit triangle comme ça, puis un petit carré qui est là, puis je sais pas moi, un rectangle qui est là. Là, on va vous mettre par exemple, je sais pas moi, un œuf. Là, plutôt qu'un
plutôt qu'un rectangle, plutôt vous mettre, on va dire, un hexagone ici, par exemple. Bon, je prends un exemple assez facile, hein, pas trop vous embêter pour l'instant. En plus, on est dimanche matin, comme ça, à 10h du mat. Donc, on va avoir 9 ici, on va avoir 16 ici, on va avoir 36 là. Et là, en fait, on va se rendre compte que c'est le nombre de côtés au carré. Hein, parce que vous savez, par exemple, que dans un triangle, vous avez 3 côtés et que si je mets un 9 à l'intérieur de la figure, ça veut dire que nous avons ici un nombre de côtés élevé au carré. Hein. Donc, si vous avez un 16 dans votre carré, c'est parce que vous avez 4 côtés et 4 au carré. Bah, ça nous fait quoi? Bah, ça nous fait 16 en fait, hein, tout simplement. Et c'est pareil pour ici 36, hein, vous avez 6 côtés, et donc ça nous fait 6 au carré, 36. Bon, donc tout ça pour vous dire en fait que on va avoir plein de choses très différentes en logique. Et donc cette partie de la logique, hein, comme je vous le disais, est une partie qui quelque part n'est pas courante, n'est pas commune. Je veux dire, vous n'avez pas aujourd'hui comment dire, de cours de logique au lycée. Vous n'avez pas de formateurs qui vont vous sensibiliser à cela. Donc c'est très nouveau pour tout le monde. Et moi, d'expérience, pour avoir très longuement enseigné à mes élèves, hein, vous savez, à Orlom, on prépare chaque année, on a plus de 50 classes, hein, qui est de préparation au concours Sésame, Access. On a que plus de 1000 élèves chaque année, hein, pour ces concours-là. Donc on a l'expérience de ça et on voit bien que c'est pas forcément parce que vous êtes très fort en maths que vous allez être particulièrement bon en logique, et parfois c'est même l'inverse. On a même tendance à penser que ceux qui ont plutôt un niveau moyen vont davantage travailler l'épreuve parce qu'ils vont être moins en confiance que ceux qui ont un très bon niveau de maths. Ils vont se dire, bon, moi je suis pas déjà une brute en maths, je suis pas un crack, donc je vais essayer de travailler un peu plus que les autres. Et généralement, en travaillant un peu plus, ils arrivent à dépasser en raisonnement et compétences du concours Sésame, ils arrivent à dépasser ceux qui seraient a priori meilleurs qu'eux en maths en terminale. Donc c'est vous dire que c'est une épreuve nouvelle pour laquelle il peut y avoir énormément d'opportunités, de scores magnifiques à obtenir le jour J. Bon, la partie calcul est une partie en fait où vous allez avoir cette fois-ci, là encore, un vrai souci du détail dans la préparation, parce que là encore on n'a pas affaire à des maths, on a affaire à du calcul. Le calcul, c'est quelque chose que vous n'avez pas vraiment travaillé durant votre scolarité. Alors si vous l'avez travaillé quand vous étiez par exemple en 5e, en 4e, en 3e, vous savez, c'est des questions par exemple, on va vous demander de calculer des aires, on va vous demander de calculer des volumes, on va vous faire travailler sur des moyennes, sur des pourcentages, sur des trains qui se croisent, sur des petites questions un peu de logique, on va vous demander, enfin de logique calculatoire, on va vous demander de travailler par exemple sur des grosses fractions, des calculs, par exemple, je sais pas moi, vous avez par exemple une personne qui nettoie sa chambre en 15 minutes, une autre personne qui nettoie la même chambre en 20 minutes. La question est de savoir combien de temps ils mettraient ensemble pour nettoyer la même chambre. Clairement, ça, c'est une question de productivité, de fraction, qui ne fait pas appel à des intégrales, à des limites, à des suites, à des dérivés, à des tableaux de variation. C'est pas des maths, c'est vraiment du calcul. Et quand on vous demande de travailler sur une moyenne, par exemple, là encore, c'est du calcul. Quand on vous demande de travailler sur des pourcentages, on vous dit par exemple que vous avez une somme d'argent qui a été placée en bourse et que la variation du cours de bourse lundi a été de plus 20%, mardi de plus 30%, et mercredi de plus 40%, et qu'on vous demande quelle est la variation globale au terme de ces 3 jours-là, vous ne pouvez évidemment pas faire plus 20, plus 30, plus 40, ce serait beaucoup trop facile. Et là, pour le coup, on a affaire à du calcul, c'est pas des maths. Ce sont pas des maths, c'est du calcul. Alors c'est vrai que c'est du calcul où il faut être bon, il faut bien maîtriser ces différents outils, il faut être agile, il faut faire preuve de dextérité, hein, ça veut dire bien manier les outils, mais pour autant, ce n'est pas des maths. Il ne faut pas avoir une intelligence mathématique, une intelligence calculatoire. Et cette intelligence calculatoire, elle est convoquée au concours Sésame pour une raison très simple, c'est que vous allez faire des études de business, d'école de commerce, donc vous allez faire du marketing, vous allez faire du contrôle de gestion, vous allez faire des ressources humaines, vous allez faire de la comptabilité, vous allez faire du e-marketing, vous allez faire beaucoup de choses qui impliquent à un moment donné des fractions, des pourcentages, des moyennes, et ça va être important de bien maîtriser cela. Vous allez me dire en quoi la géométrie est importante lorsque l'on fait du business. Eh ben, ne vous trompez pas, pour ceux qui feront plus tard de l'immobilier, pour ceux qui feront plus tard de la logistique, pour ceux qui feront plus tard du commercial, où il sera question parfois de calculer des mètres linéaires pour savoir combien de shampoings vous rangez dans un rayon de chez Carrefour ou de chez Auchan. Il faut avoir des notions quand même de géométrie, de surface et autres. Et le français, c'est aussi
c'est quelque chose qui est très particulier parce qu'il n'y a pas vraiment non plus comment dire, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Alors, bon, pour tout vous dire, ceux qui sont plutôt bons en français généralement réussissent plutôt bien l'épreuve de français de raisonnement et compétences au concours Sésame parce que il faut savoir quand même qu'il est question de vocabulaire, il est question de grammaire, il est question d'orthographe, il est question de corriger des phrases qui contiennent des fautes d'orthographe, il est question de reformuler certaines phrases de façon beaucoup plus intelligente, intelligible. Il est question en français de travailler sur quelques questions de culture littéraire, c'est assez rare mais ça peut tomber. On va vous donner par exemple 4 œuvres dont, par exemple, je sais pas, on va vous dire, je sais pas moi, l'Assommoir, le Père Goriot, le Père Goriot, le Lys dans la vallée et la peau de chagrin. Donc peau de chagrin, Lys dans la vallée, Père Goriot, ça c'est Balzac, l'Assommoir c'est Zola, donc l'intrus bien sûr ce sera Zola. Bon là c'est assez simple, ça peut être parfois un peu plus compliqué, notamment quand ça touche au poète ou parfois on peut se tromper entre un Apollinaire et un Rimbaud. Mais ce que je veux dire en tout cas c'est que typiquement vous allez avoir quand même majoritairement des questions qui touchent à l'orthographe, au vocabulaire, à la syntaxe, à la ponctuation. Et donc ce sont des choses, voyez-vous, qui malgré tout récompense, je dis bien récompense, les bons candidats en français. Ça veut dire ceux qui ont déjà quand même montré qu'ils étaient capables d'avoir des bonnes notes en français durant leurs années de collège et de lycée. Mais quand même, ça reste nouveau, parce que la modalité est nouvelle, parce que ça, je vous l'ai pas dit encore, mais vous l'avez lu, parce que vous êtes attentif. Et naturellement, on a affaire ici à des QCM. Donc vous allez avoir 45 QCM, rien que ça. 45 QCM en combien de temps? En 1 heure. En 1 heure, donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu le trip, c'est quand même particulier. C'est ce qui s'appelle un sprint dans les épreuves de concours. Nous avons des épreuves marathon, une épreuve par exemple de l'agrégation de philosophie, Bac+5, c'est une épreuve qui dure 7 heures, donc on a affaire à un marathon, alors que là on a affaire à un sprint, donc c'est une épreuve où vous allez avoir beaucoup de questions à résoudre en très peu de temps. Donc autrement dit, il n'y a pas de place à l'improvisation, il n'y a pas de place à la réflexion outre mesure, il y a de la place uniquement pour de la méthode, de la technique, de l'astuce, une certaine aussi capacité à mobiliser très rapidement des concepts qui ont été vus et revus durant l'année, durant les stages qu'on fait à la prépa ou après, on vous mobilise régulièrement pour faire et refaire beaucoup de questions afin que vous ayez justement le cerveau qui détecte tout de suite où est-ce qu'il faut aller, dans quel chemin il faut pousser et quelles sont les différentes choses qu'il faut mobiliser. Et ça, c'est justement le propre du concours Sésame, c'est que c'est une épreuve qui passe très 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 vite. Et ceux généralement qui ont les pires scores à ce concours-là, Dieu soit loué, on n'a pas beaucoup à la prépa, mais en tout cas ça arrive naturellement qu'il y ait de mauvais scores. Ce sont vraiment ceux qui se sont laissés généralement pris par le stress, pris par le temps et qui ont perdu beaucoup trop de temps sur certaines questions, qui ont eu du mal à papillonner comme il fallait avec beaucoup de méthodes, mais ça on vous l'apprend. C'est quelque chose vraiment qui demande une certaine stratégie et ça n'oubliez jamais que c'est, je pense, un des fondements du concours Sésame. Alors vous avez pour chaque question un QCM, comme vous le savez c'est une question pour laquelle vous allez avoir ensuite donc un choix de réponses, vous aurez la réponse A, vous aurez la réponse B, la C et la D. Pour chaque réponse, en fait, vous aurez donc, je sais pas moi, des chiffres, des lettres, des réponses, quoi. Et pour le coup, il n'y en aura qu'une seule qui sera juste, sur les 4 réponses possibles. Et le barème est très simple, c'est un barème qui est plutôt favorable. Vous avez +1 si la réponse elle est juste, et sinon vous n'avez rien. 0 si c'est faux, et 0 si vous ne répondez pas. Donc naturellement, si vous êtes suffisamment peu malin pour ne pas répondre à tout quoi qu'il arrive, c'est un peu embêtant, c'est à se demander si vous avez votre place en école de commerce, il faut être un petit peu malin, un peu filou quand on fait du commerce, il faut avoir l'esprit plutôt orienté efficacité, orienté profit, orienté réussite, et je pense que quand on a compris qu'il n'y avait pas de points négatifs, qu'il n'y avait pas de pénalité si vous répondiez faux, il est vraiment impensable de rendre sa copie sans avoir répondu à toutes les questions. Donc à un moment donné, s'il vous manque 5, 6, 7 questions auxquelles vous n'avez pas répondu à la fin de l'épreuve, il vous reste 30 secondes. Normalement, les examinateurs sont assez cléments pour vous dire hep, les amis, il vous reste 30 secondes, il vous reste 1 minute. Donc là, généralement, c'est le moment où on regarde un petit peu sa grille de réponse, sa grille, on voit, mince, la question 37, j'ai pas répondu, la 42, j'ai pas répondu, la 8, j'ai pas répondu. C'est le moment de mettre des A, des B, des C ou des D, un peu comme vous voulez. Moi, je conseille de mettre toujours la même lettre, au moins, on a un peu plus de chance d'y arriver, quoique statistiquement, c'est pas du tout prouvé. Mais
mais c'est en tout cas ce que j'aurais fait si j'étais à votre place. Donc ça c'est pour la présentation de l'épreuve. C'est une épreuve encore une fois qui est très varié, hein. Vous avez de la logique, du calcul du français. La logique, c'est 15 questions. Le calcul, c'est 15 questions. Le français, c'est 15 questions. Il faut savoir que vous n'avez pas de temps limité par question. Vous avez le droit de passer 1 heure sur une question, si vous voulez. Bon, évidemment, vous êtes complètement stupide de faire ça, mais vous pouvez très bien passer 1 heure sur une question si vous avez envie. Donc, évidemment, vous ne ferez pas ça. Donc, vous aurez 15 questions en logique, 15 en calcul, 15 en français, le tout en 1 heure. Vous gérez votre temps comme vous voulez. L'apparition des questions que vous aurez, surtout ça va être en ligne cette année, sur un logiciel d'ailleurs que l'on utilise nous à Orlum, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que je sais qu'il y en a qui sont là ce matin, qui m'écoutent et qui sont déjà inscrits à la prépa, qui ont déjà fait un stage à Toussaint, donc déjà bonjour à vous, je vous salue, je vous ai reconnu pour certains. Et bien la bonne nouvelle c'est qu'on va vous préparer pour ceux qui ont déjà fait un stage et pour ceux qui vont faire un stage, hein, à passer des tests blancs en ligne sur le même logiciel que celui du concours Sésame, hein. Ça vous permettra d'être vraiment très habitué et avoir l'habitude, la bonne connaissance de l'outil. Comme ça, vous serez à même d'arriver le jour J en pantoufles, tranquille, devant votre ordinateur. Vous ne serez pas inquiété de savoir à quelle sauce vous serez mangé, car vous aurez déjà eu la pratique du logiciel en question. Dernier détail, je pense qu'il est important, c'est que l'épreuve de raisonnement et compétences est une épreuve où vous allez avoir les 15 questions là qui vont s'enchaîner, 15, 15, 15. Alors attention, c'est pas forcément les 15 d'abord de logique, puis les 15 de calcul, puis les 15 de français. Il peut y avoir en fait des groupes de 5 questions qui s'enchaînent, par exemple 5 questions de logique, puis 5 calculs, puis 5 français. Et rebelote, 5 logiques, 5 calculs, 5 français, et ainsi de suite. De toute façon, pas d'inquiétude, hein. Sur le logiciel en question, vous aurez affaire généralement à une numérotation des questions en bas d'écran, hein, qui vous permettra en fait, hein, de revenir à tout moment sur la question 3, par exemple, ici. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, attention, soyons quand même tous, hein, vous comme moi, très alertes sur les modalités. Ne soyons pas, je veux dire, sûrs de nous, parce que ça reste quand même, avec la modalité de concours en ligne aujourd'hui, ça reste quand même des modalités à vérifier à tout moment jusqu'à la dernière minute. Rien n'empêche, rien n'interdit au concours Sésame, hein, de changer les modalités. Ça veut dire de dire par exemple que vous n'aurez pas la possibilité de revenir sur une question, par exemple. C'est une règle que le concours Sésame peut très bien invoquer, mettre en place à une semaine du concours, et vous ne pourrez rien dire en fait. Donc soyez très attentifs aux modalités, elles peuvent changer, mais ceci étant dit, ça ne changera pas fondamentalement notre approche de l'épreuve. Alors on y va. On va faire un peu de logique ce matin, et on va attaquer un sujet important, qui est le sujet des lettres. Alors les lettres en logique, hein, c'est évidemment beaucoup de... ça fait couler beaucoup d'encre. Dès que vous aurez une lettre en logique, il sera question de savoir de quoi on parle. Et donc moi je vais m'attacher à ça ce matin. Voilà, c'est le sujet sur lequel je vais travailler. Évidemment, vous pensez bien que je n'aurai pas le temps de tout traiter, hein, mais sachez en tout cas voilà, que je vais traiter une partie de la logique qui s'appelle les lettres. Et donc on va essayer de vérifier ce matin comment est-ce que l'on peut, d'essayer d'expérimenter comment est-ce qu'on peut faire une belle fiche sur les lettres, comment est-ce qu'on peut bien comprendre ce qu'on vous demande sur les lettres, hein. Mon but, c'est qu'à l'issue de ce matin, vous soyez tranquille, bien dans vos baskets, à l'aise, en vous disant, voilà, moi, demain, j'ai une lettre, je suis pas en panique, je sais comment y arriver. Et c'est la méthode qu'on utilise à Orlum, hein. C'est-à-dire qu'à Orlum, concrètement, on va vous faire beaucoup de méthodes, beaucoup d'astuces pour bien comprendre comment fonctionnent les lettres, comment fonctionnent les chiffres, comment fonctionnent les pourcentages, comment fonctionnent les figures, et ainsi de suite. Comme ça, vous avez un ensemble, un socle de méthodes, une somme d'astuces qui vous permettront justement de vous révéler le jour du concours. Alors, on y va sur les lettres. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la lettre M, tout simplement. Alors la lettre M, en fait, elle est particulière, quoique, elle est au milieu de l'alphabet. Il n'y a pas vraiment de milieu dans l'alphabet, parce qu'il y aurait eu un milieu s'il y avait 27 lettres. On aurait dit que la 14e lettre était celle du milieu. Il n'y a pas vraiment de milieu, parce qu'on a 26 lettres dans l'alphabet français, mais la lettre M, quand même, est plus ou moins au milieu. Elle est, on va dire, elle est au milieu. Parce qu'elle a une position qui est la 13e position dans l'alphabet. Alors, cette lettre M, on va voir ensemble qu'elle va nous dire beaucoup de choses. Quand vous voyez un M, la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'on a affaire, déjà, à une lettre qui a un rang dans l'alphabet. Et ce rang, justement, c'est 13. C'est la 13e lettre.
Donc vous allez avoir en fait des questions qui peuvent tomber à un moment donné au concours Sésame. Vous allez avoir besoin de travailler sur vos rangs de lettres. Pourquoi? Parce que si par exemple je vous donne un exercice comme ça, où vous allez avoir une série à compléter, qui serait par exemple, bon, je vais prendre quelque chose d'assez facile pour commencer, hein. On va prendre par exemple, voilà ça, tac, voilà. Donc je vous crée des séries en direct, hein, donc faut me laisser un tout petit peu de temps, mais ça va quand même, j'ai l'habitude, vous inquiétez pas. Hop, voilà. Donc là, vous avez une série. Je pense que c'est aussi amusant ce matin que je vous réveille un petit peu avec des petites questions que je vous pose. Et là, vous avez ici effectivement une série qui demande à ce que l'on travaille sur le rang des lettres en fait, hein. Pourquoi? Parce que, eh bien, si je mets le rang de mes lettres en dessous, ça me fait ici 10, ça me fait 11, ça me fait 13, là ça me fait 16, là ça me fait 20, et là, ça me fait 25. Bon, c'est une question basique, vraiment fondamentale, facile. Et là, on comprend que l'on a en fait tout simplement un rang qui progresse, hein. Là, je fais plus 1, là, je fais plus 2, plus 3, plus 4, et plus 5. Bon, ça, vous l'avez deviné sans moi, je pense. Donc, on a ce qu'on appelle une progression ici inter, c'est-à-dire que vous avez entre les lettres une progression, et cette progression est croissante, hein. C'est plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. On peut dire aussi qu'on a gagné une lettre, puis 2 lettres, puis 3 lettres, et ainsi de suite. Donc là, M est considéré en fait comme une lettre qui a un rang dans l'alphabet. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, hein, c'est dans mes ouvrages, naturellement, on en parle beaucoup, c'est la fameuse technique de Lejotti, hein, E-J-O-T Y, qui fait que au concours, et même quand vous vous entraînez à la maison, je vous conseille vivement de ne connaître que ces lettres-là au niveau des rangs. Parce que Ejoti, attendez, je vais juste l'écrire un peu mieux. Je vais prendre la fonction feutre qui est un peu plus sympathique. Voilà. Donc Ejoti. Voilà, voilà. Et donc Ejoti, en fait, le E, bah, il vaut 5, le J, il vaut 10, le O, il vaut 15, le T, il vaut 20 et le Y, il vaut 25. Et là, en fait, ce qu'on va avoir ici, c'est l'idée que grâce à cette segmentation en 5 par 5, ça veut dire E5, J10, O15, T20, Y25, vous allez avoir en fait ici l'occasion de pouvoir vous-même trouver très facilement les rangs de toutes les lettres. Si par exemple, je vais prendre au hasard un des prénoms participants aujourd'hui, voilà, j'ai le prénom par exemple, j'ai un prénom comme Alexandra, voilà, c'est pas mal Alexandra, un prénom assez long hein, qui va nous donner du fil à retordre, mais c'est pas bien grave. Alexandra. Alors Alexandra c'est facile parce que Alexandra a déjà le A. Le A bien sûr c'est 1, le A c'est 1 ici aussi. Après le L, comment je trouve le L? Eh bien le L en fait, si je sais que le J est en 10e position, I, J, K, L, si J est en 10, L est en 12 bien sûr. E, ben, il est écrit directement là, c'est en 5, hein, il est là, le E, souvenez-vous. Puis le X, alors le X c'est facile, si Y est en 25, XY dans l'alphabet, hein, X, Y, Z, donc X est en 24 bien sûr. A est en 1, le N, alors M, N, O, ah bah si O est en 15, ça veut dire que le N est en 14, bien sûr, M, N, O. D, D c'est facile aussi, D, A, B, C, D, E, si E est en 5, D est en 4 évidemment, et le R enfin, donc O, P, Q, R, S, T, R, S, T, si T est en 20, R est en 18, bien sûr. Donc voyez-vous, grâce à cette méthode-là, on va pouvoir trouver les lettres sans jamais avoir à les écrire. Et il faut savoir que mes élèves à Orlom sont capables, au bout d'une semaine, hein, de connaître tous les rangs par cœur. Hein. Si je leur dis par exemple le mot chapeau, hein, en 2 secondes, ils vous disent 3, 8, 1, 16, 5, 1 et 21. Parce que chapeau, effectivement, les rangs de chapeau, hein, c'est 3 pour C, 8 pour H et ainsi de suite. Parce que, en fait, quand vous-même, vous devez chercher les rangs des lettres, en fait, ça vous permet de les retenir beaucoup plus facilement que si vous écrivez bêtement et simplement sur votre copie A1, B2, C3, D4, E5, F6 et ainsi de suite, parce que là vous êtes dans une étude qu'on appelle passive. Or en pédagogie, hein, on inculque généralement aux formateurs d'avoir des méthodes qu'on appelle actives, hein, ça veut dire qu'on va mettre les choses de telle façon que l'étudiant va lui-même faire l'effort de trouver ce que vaut la lettre, et ce faisant, vous allez retenir ça très très facilement. Donc on a vu, hein, le M, ça peut être d'abord un rang. Donc ça c'est assez classique, il y a plein de choses qui peuvent tomber là-dessus.
Mais le M, ça peut aussi être autre chose. Ça peut être quoi le M? Eh bien le M, il faut savoir que ça peut aussi être ce qu'on appelle des barres. Mais aussi des extrémités, mais aussi des centres de symétrie, ou une symétrie tout court. Et là, généralement, dans cette partie-là, on aborde le sujet, généralement, de l'aspect graphique d'une lettre. Autant ici, on était sur l'aspect du rang, de la position dans l'alphabet, autant ici, on a la partie graphique des lettres. Ça veut dire qu'on va considérer non pas la lettre M comme une lettre avec un rang, pas du tout même, mais on va considérer en fait le M comme étant un objet graphique. Et graphiquement, on remarque quoi? Eh bien que M contient un nombre de barres. Et vous avez effectivement dans la lettre M, 1, 2, 3, 4 barres. Mais on dit aussi que M peut contenir des extrémités. Une extrémité, c'est quoi? C'est un bord de lettre qui n'a pas de continuité, c'est-à-dire qu'il est seul, c'est vraiment la fin de la fin, c'est ici. Une extrémité là, une extrémité là. Il y en a deux. Quant à la symétrie, je pense que vous l'avez vu vous aussi, la symétrie elle est là. On a ce qu'on appelle ici une symétrie donc verticale. Et cette symétrie verticale, en fait, peut aussi donner lieu à de nombreuses questions. Par exemple, on peut vous mettre des mots qui ont des lettres avec des symétries verticales. Regardez le mot, par exemple, le mot mât, le mât d'un bateau, par exemple. Le mât d'un bateau ne contient que des lettres qui ont, comme vous le voyez bien ici, une symétrie verticale. Et donc moi, si je vous crée en tant que concepteur un exo avec des mots comme ça à 3 lettres, et qu'il y a plusieurs mots, et que je vous montre l'intrus, et que l'intrus en fait c'est le seul mot qui n'a pas de symétrie, qui n'a pas ces 3 lettres, qui contiennent toutes des symétries verticales, bah vous répondrez ce mot-là, qui n'a pas des lettres qui ont des symétries verticales. Mais il y a plein de lettres et de symétries verticales. Par exemple le X, voyez-vous, le X a une symétrie verticale, le T, il y en a d'autres, le O par exemple, voilà, par exemple un taux d'intérêt, vous savez ce que c'est un taux d'intérêt? Pareil, rebelote, symétrie verticale. Donc vous avez ici en fait les lettres qu'il faut considérer comme des objets graphiques. Au niveau des barres, nous avons la lettre A naturellement qui contient 3 barres, la lettre T qui en contient 2 par exemple, la lettre X qui en contient 2 aussi, la lettre F qui en contient 3, la lettre M qui en contient 4, ça on sait déjà. Mais alors vous allez me dire, mais Franck, je fais quoi moi d'une lettre comme la lettre B par exemple? Est-ce que je peux dire qu'il y a une barre? Bien sûr vous avez le droit de dire qu'il y a une barre, parce que dans la lettre B vous avez raison de dire que vous avez une barre ici. Donc maintenant généralement dans une lettre on va faire attention à ce qu'on appelle les barres et les courbes. Parce que par exemple la lettre B, eh bien ça c'est une question que j'ai créée pour le concours Sésame. C'est une question très intéressante où par exemple je mettais des coordonnées en fait, comme des coordonnées de type abscisse et ordonnée, ordonnée et abscisse pour des lettres. C'était tout à fait bizarre, personne ne comprenait rien, mais bon, il y en a quand même pas mal qui ont trouvé. Je mettais par exemple B avec 1,2, je mettais C, je mettais 0,1, je mettais par exemple D, je mettais 1, 1. Et à votre avis, c'est quoi? C'est assez simple en vérité, parce que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'abscisse ici, 1, c'était le nombre de barres, et 2, le nombre de courbes. Car je ne sais pas si vous voyez, mais dans la lettre B par exemple, la lettre B, si je la dessine, vous avez une barre, vous avez une courbe, et encore une courbe. Donc la lettre B, c'est ce qu'on appelle une barre et 2 courbes. Et c'est pour ça que j'avais en fait créé une question comme ça, où je mettais 1, le nombre de barres, et 2, le nombre de courbes. Et C, c'est pareil. Vous avez 0 barre, mais vous avez une courbe.
Et D, vous avez ici une barre qui est là, hein, vous la voyez, et une courbe, une seule courbe qui est là. Donc vous voyez bien que la partie en fait graphique des lettres hein, peut donner naissance à de nombreuses questions. Hein. C'est passionnant. Vous pouvez avoir beaucoup de questions là-dessus. Les extrémités, vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qui tombe souvent. Il ne faut surtout pas s'en inquiéter. Mais bon, voilà, il peut y avoir parfois une question d'extrémité. Donc moi, si je devais aujourd'hui créer une question sur les extrémités, je pense que je m'attellerais à travailler notamment sur des mots qui n'ont pas de sens, par exemple, parce que en travaillant sur des mots qui n'ont pas de sens, ça permet vraiment de se focaliser de façon tout à fait transparente et claire pour le candidat sur l'objet graphique de la chose et non pas forcément sur l'objet, on va dire, qui a du sens ou sur un rang ou autre chose. Et après, je mettrai une somme d'extrémités. Par exemple, je prendrais le mot, je sais pas, moi je prendrais le mot, je sais pas moi, XATE. Et je dirais qu'il y a effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 extrémités. Et je mettrai un 11 comme ça entre parenthèses, voyez-vous. Mais bon, c'est une question très difficile, assez vache, pas sympa, qui ferait partie éventuellement de là où les 2 questions sur 15 qui seraient infaisables. Voilà, mais bon. Sachez en tout cas que ça existe. Et donc maintenant vous savez que ça existe, il ne vous reste plus qu'à le chercher et à le tester. Après, donc on a vu les rangs, souvenez-vous. On a vu les rangs, on a vu la lettre comme un objet graphique. Mais on va voir aussi que la lettre M peut nous donner à voir d'autres choses encore. La lettre M peut aussi être le lieu d'une initiale, mais aussi d'une finale. Ou encore d'une médiane, on va dire, même si c'est un peu galvaudé comme terme. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce délire? De quoi il me parle? Il me parle de rang, de graphisme, mais non, il me parle de lettres comme initiale, finale, médiane. Encore une fois, hein, le but ce matin, c'est qu'on fasse ensemble une belle fiche. Hein. Vous m'avez fait l'honneur et le plaisir de vous lever assez tôt. Je vous rends cet honneur en vous faisant une belle fiche. Enfin, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira au terme de ce cours. Donc là, une lettre, en fait, c'est aussi, ça peut être en fait une initiale, une finale ou une médiane. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on peut très bien en fait vous faire travailler ici sur la lettre M comme la première lettre d'un mot, par exemple. Ça veut dire que on peut très bien vous faire travailler sur, je sais pas moi, le M comme l'initiale de maman. Et donc vous devrez ici vous concentrer sur la lettre M précisément. Vous devrez être capable de trouver justement la lettre manquante, par exemple. C'est-à-dire qu'il faudra considérer votre lettre. Hein. Alors bon là, ça s'applique pas vraiment à M en particulier, hein, mais il faudra, si vous voulez, penser à votre lettre comme l'initiale de quelque chose. Et donc, par exemple, là, je prends le cas de M, mais c'est pas spécifique à M. Encore une fois, cette règle-là, hein, c'est pour toutes les lettres que ça marche, bien entendu, ce que je vais dire maintenant. Mais typiquement, M en tant qu'initiale, ça veut dire que si par exemple je prends le mot maman et qu'après je prends par exemple le mot ici tata, eh bien, faudra pas trop s'étonner si en dessous ici on vous met entre parenthèses par exemple, je sais pas moi, on va vous mettre entre parenthèses 169 et là entre parenthèses 400. Alors pourquoi? Parce que là on a considéré en fait la lettre dans son sens où elle est initiale. Ça veut dire on va s'intéresser à la lettre comme étant l'initiale d'un mot. Or, vous savez que la lettre M, on l'a appris tout à l'heure dans la règle numéro 1, c'est un rang. Et le rang, c'est 13. Et donc, 13 au carré, ça fera 169. Donc, soyez pas étonnés si vous voyez maman 169, parce que vous avez pensé qu'il fallait regarder les initiales des mots. Donc, la lettre comme initiale, c'est M ici. M, c'est 13. 169, c'est 13 au carré. Donc, la logique est constatée, tout va bien. Et on la remarque ici aussi, T, l'initiale de tata, T, c'est la 20e lettre de l'alphabet, et 20 au carré, ça fait effectivement 400. Mais on peut aussi, naturellement, faire attention aux lettres comme étant des finales. Par exemple, on vous donne le mot, par exemple, un exo comme ça. Norbert a 20 ans. Question qui est tombée, ça plusieurs fois. Hein. Norbert a 20 ans. Muriel a 5 ans.
Et on va dire, Pam a 13 ans. Bon, désolé pour l'écriture, hein. Hop. Alors, bah là, vous l'avez compris, de toute façon, on est en plein dans le sujet, hein, donc ce serait dommage que vous ne voyez pas à quoi ça ressemble. Donc là, naturellement, on va se concentrer sur, ici, la dernière lettre, hein, donc le T. Le rang de T, en fait, hein, la finale, elle est en position 20, donc c'est pour ça qu'elle a 20 ans. Muriel, elle a 5 ans, parce que le E de Muriel, ici, c'est position 5 dans l'alphabet, donc elle a 5 ans. Et Pam, hein, Pamela, Pam, elle a 13 ans, parce que la dernière lettre de son prénom, Pam, M, est en position 13 dans l'alphabet. Donc, voyez-vous, on peut vraiment s'amuser très longtemps là-dessus. Alors après, bon, il y a un autre cours qu'on pourrait faire, mais là, je pourrais pas vous le faire malheureusement, c'est sur les mots. Donc là, parfois, on vous demande de mettre de calculer le nombre de lettres, de mettre le nombre de lettres au carré, etc. Bon, et la médiane, hein, c'est la lettre du milieu. Ça veut dire, et là, par exemple, on peut vraiment être sur le M en particulier, parce que si par exemple, je dis le mot, je sais pas, par exemple, le mot, tu aimas, par exemple, tu aimas, et on va prendre par exemple le mot, je sais pas moi, un tamis. On peut prendre ensuite le mot, bon, enfin, de toute façon, vous avez compris où je veux en venir, hein, je pense que vous avez tout à fait compris. Et ah, bon, je suis pas très inspiré ce matin, le mot, allez, on va prendre le mot, non, j'ai déjà pris avec ça. On va prendre ça, allez, j'ai trouvé. Hop, voilà, le mot chômage. Donc là, par exemple, on a effectivement affaire à des mots où, au milieu, hein, vous avez toujours la même lettre. Alors ça paraît évident, parce que là, on en parle. Comme on en parle depuis tout à l'heure de M comme étant la lettre médiane, celle du milieu, bon, bah, je vous ai dit Emma, Tammy, chômage, ça vous paraît évident que le M, ici, est au milieu. Mais si, par exemple, j'avais pris d'autres mots, des mots un peu plus chiants, comme mamie, par exemple, où vous allez avoir, cette fois-ci, le M, ou qui est adossé à un autre M ici, bon, bah, le M, tout d'un coup, il est un peu moins flagrant, celui du milieu, hein, parce que comme il y a d'autres M qui marchent, enfin, il y a d'autres M dans le mot, on peut passer à côté de ce M-là. En tout cas, voilà, le M peut être considéré comme une initiale, comme une finale, ou comme une médiane, et ça fait l'objet de pas mal de questions le jour J. On continue. On va avoir ensuite la lettre M, cette fois-ci, non pas comme un rang, comme on l'a vu, souvenez-vous, non pas comme un rang, non pas comme du graphisme, non pas comme des positions, hein. Là, je vous ai pas mis le titre de cette petite partie-là, mais c'est la position, effectivement, de votre lettre ici dans le mot. Donc pas comme une position, mais cette fois-ci comme un son. Il faut faire attention à ça. C'est des choses qui peuvent tomber, hein. Donc comme un son, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir M, que quand vous prononcez la lettre M, en fait, ça sonne comme le mot M. Alors vous allez me dire, mais ça veut dire quoi cette histoire-là de son? Bah, ça veut dire que si par exemple je vous mets une série d'intrus, par exemple comme ça, vous allez voir, c'est assez original. Par exemple, voyez-vous, si par exemple je mets le mot B et B, ça fait bébé, ça on le sait. Par exemple, si je vous dis le mot bébé, le mot cassé, voilà. Le mot, bon, M, on a compris qu'on peut pas faire trop de mots avec, parce qu'avec M, il n'y a pas vraiment de mots si je mets deux lettres ensemble avec la lettre M. Mais il y a cassé, il y a par exemple, HA, il y a par exemple NE. Donc là, bébé, je sais pas, il y a un petit peu de bruit, je suis désolé, il y a un peu de travaux à côté. Donc je sais pas si ça vous dérange ou pas, moi ça va, je peux m'en sortir. Peut-être je vais mettre mes écouteurs comme ça me permettra de ne pas avoir le petit bruit de travaux à côté, si ça vous dérange pas. Voilà, voilà. Donc vous avez ici effectivement bébé, hein, le son en fait ça fait bébé. Le son ici ça fait casser en fait, hein, voilà, casser. Là c'est achat, hein, un achat en ligne par exemple. Et là c'est NE qui est un peu plus galère, hein, ce mot est plus difficile que les autres, hein, parce que NE, hein, c'est le mot haineux, il a la haine, quoi, il est haineux. Voilà, il est haineux. Donc là, on a affaire à ce qu'on appelle des lettres qui ont des sons. Donc avec la lettre M, on peut trouver un son, hein, le son du mot aime, hein, il aime, hein, il m'aime. Donc là, pour le coup, bon, avec deux lettres, ça fait pas vraiment l'objet d'une série, hein, parce que j'arrive pas à trouver comme ça. Alors si j'ai trouvé en vérité, j'ai trouvé le mot Emma.
Voilà, Emma, ça fait le mot Emma, le passé simple, troisième personne du singulier, hein. Il aima Marie au premier regard, il aima Alexandra au premier regard. Donc c'est effectivement M-A, hein, se prononce Emma comme un mot. Donc voyez-vous, là on est quand même sur un son, hein, donc on est sur une autre encore technique, une autre astuce pour trouver ce que veut dire une lettre. Et une lettre peut effectivement donner lieu à un son. Alors après, toute la difficulté, et c'est ça je crois que vous commencez un petit peu à saisir, et ça peut être un petit peu vertigineux, ça peut faire un peu peur, mais n'oubliez pas que la pratique quand même est reine, et la méthode aussi, et il faut savoir que là où vous posez la question, c'est de se dire, mais mince, comment je sais moi, si quand j'ai bébé cassé, NA, NE, MA, quand j'ai bébé cassé, HA, NE, MA, comment je sais si je dois calculer les rangs, calculer les symétries, qu'elles soient verticales ou horizontales, enfin je vous l'ai pas dit aussi tout à l'heure, mais là, je suis resté sur M. Mais vous savez qu'il y a aussi les symétries horizontales. Si par exemple je prends la lettre O ou la lettre B, on avait affaire ici non pas à une symétrie verticale, mais à une symétrie horizontale, voyez-vous. Il y a même des lettres qui ont des symétries qu'on appelle centrales. Une symétrie centrale, par exemple, ça va être N. Vous prenez ici le centre de la lettre N, et vous avez en fait n'importe quel point que vous pouvez retrouver en face, en fait, ici, hein, comme ça. Donc la symétrie centrale. Donc ça pour vous dire qu'il y a quand même énormément de choses. Et la question que vous allez me poser, mais alors comment je sais, Franck, quand j'ai bébé cassé H-A-N-E-M-A, que je dois tout de suite retrouver le son, par exemple? Bah, la question c'est que non, vous ne saurez pas forcément. Alors naturellement, si vous tombez sur une série comme ça, plus ou moins de la même, bah, forcément ça va vous rappeler quelque chose, ce sera beaucoup plus facile. Mais sinon, bah, ce qu'il faudra, c'est reprendre chacun des critères dans l'ordre et avoir un peu aussi d'intuition pour se dire qu'a priori, c'est pas forcément des rangs, c'est pas forcément des symétries, c'est plus le son et ainsi de suite. Mais de toute façon, vous allez, avec la pratique, y voir plus clair. Mais déjà, il faut de la méthode. S'il n'y a pas de méthode, s'il n'y a pas de fiche, il n'y a pas de cadencement très clair dans votre raisonnement, vous n'avez aucune chance d'y arriver, de toute façon, c'est sûr et certain. Mais une fois que vous avez votre méthode bien claire, votre fiche bien claire, beaucoup d'entraînement, votre cerveau va fonctionner en tac, 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 c'est pas ça, tac, tac, c'est ça, paf, et on passe à autre chose. Et ça va marcher comme ça, en fait. C'est en ça que c'est une épreuve qui est intéressante et qui fait qu'on peut avoir aussi des vins. Parce que vous savez, ça je vous l'ai pas dit en préambule. Mais il y a beaucoup de candidats qui ont 20 à l'épreuve de raisonnement et compétences au concours César, mais je peux vous dire qu'à Orléans, on a beaucoup qui ont 20. Ils ont 20 alors qu'ils n'ont pas répondu à tout, hein. Ils ont 20 alors qu'ils ont répondu à peut-être, je sais pas moi, 42, 41 questions, 40 questions sur 45, ça dépend des années. Mais personne n'arrive à répondre juste à tout. Quasiment personne, enfin je connais personne qui a eu 45 sur 45. Moi-même, quand je teste des questions de collègues qui sont concepteurs, j'arrive jamais à finir une épreuve dans son entièreté, hein, donc il reste toujours une question ou deux que j'ai pas réussi à faire. Donc et vous imaginez à mon niveau. Donc pour le coup, ceux qui ont effectivement réussi à répondre à 39, 40, 41, eh ben ils ont 20. Ils ont 20 pourquoi? Parce que comme c'est le maximum, le nombre maximum de réponses qui a été trouvé par l'ensemble des candidats à l'épreuve, ben, ils méritent leur 20, parce que comme c'est le plus grand nombre de réponses qui étaient trouvées, ben, c'est 41, ben, ceux qui ont 41, ils ont 20, ceux qui ont 40, ils auront 19 et demi, et ainsi de suite. Donc n'oubliez pas ça, parce que ça vous oblige quand même à vous battre jusqu'au bout du bout, et à être méticuleux dans votre façon de travailler. On continue, c'est pas fini, hein, il y a le son, et après, il y a autre chose, hein, c'est ce qu'on appelle en fait ici les mouvements. Alors les mouvements, et on finira là-dessus, hein. Alors j'aurais peut-être aimé faire une fiche avec 13, hein, mais bon, écoutez, on va pas, 13, je dis des bêtises, avec 10 points, ça aurait été beaucoup plus facile à retenir, mais peut-être que je vais vous trouver encore un dernier critère après, mais, parce que vraiment pour le coup, j'ai eu la chance dans ma carrière de faire beaucoup de recherches sur le sujet, et c'est vrai que on peut dire beaucoup de choses, hein, sur une lettre, hein, vous vous rendez compte. Donc là le mouvement, alors c'est quoi le mouvement? Imaginons que vous avez par exemple une série comme ça, avec le mot par exemple matin. Et puis après, vous avez le mot amour. Voilà, c'est facile, hein, parce que franchement, c'est des petits mots avec une seule lettre qui est la même, qui est le mot M, donc c'est assez facile à repérer ici. Mais je vous donne l'exemple, comme ça après vous comprenez. Voilà, ça. Bon là, ça devient un peu plus compliqué parce que je l'ai mis j'ai doublé la lettre, donc forcément, on commence à se poser des questions. Je crois que vous voyez très bien où je veux en venir. Et on va prendre ça ensuite. Voilà.
Et là, en fait, vous avez compris qu'il y avait un mouvement. Donc il y a le M qui est en première position, puis le M en deuxième position, le M en troisième position, le M en quatrième, et ainsi de suite. Et donc là, on comprend bien qu'il va y avoir ce qu'on appelle ici un mouvement à repérer au niveau de mes lettres. Et c'est quelque chose qui doit vous faire un petit peu réfléchir, parce que quand vous avez des lettres en commun comme ça, c'est généralement quelque chose qui doit vous faire réfléchir, clairement. Alors vous avez aussi parfois des choses assez hallucinantes qui tombent au niveau des lettres. Vous pouvez avoir donc ce sujet-là. Vous pouvez aussi avoir parfois, vous savez, par exemple, qu'est-ce que j'ai comme exemple? Une lettre qui recule. Ça, c'est vraiment pas simple parce que quand elle recule, vous l'avez au départ dans matin. Non, on va dire que vous l'avez par exemple vous avez par exemple dans le mot amour, voilà. Le mot amour, elle est en deuxième position. Et puis dans le mot matin, elle est en première position. Et puis après, elle va se retrouver en dernière position. Donnez-moi un mot qui contient un M en dernière position. C'est bon, j'en ai un. Le mot prénom, par exemple. Voilà. Donc là, c'est pas facile parce que le M ici est en deuxième position, il recule en première, et là, il revient en dernière position. Donc dans le mot d'après, il faudra un mot qui se termine, enfin qui a un M en avant-dernière position. Donc par exemple le mot cime, la cime d'une montagne. Bon. Et là pour le coup, vous avez une difficulté. Donc on peut avoir une difficulté aussi dans ce type de mouvement. C'est pas toujours aussi simple et évident que ça peut paraître. Alors après, je vais vous dire aussi quelques petits cas un petit peu originaux qui pourraient éventuellement tomber. C'est par exemple, moi j'ai déjà vu ça aussi. Je trouve ça un petit peu too much. Mais par exemple une lettre, on va vous faire travailler sur des angles ici. Vous avez un angle ici. Donc vous avez deux angles ici, qui sont des angles en l'occurrence qui sont aigus. Souvenez-vous que c'est quoi un angle aigu? Ça, je vous le donne vraiment en mode... vous savez, ça c'est vraiment ce qu'on étudie à la fin à la prépa, quand on a déjà fait 3 mois de travail, qu'on a fait les concours blancs, qu'on a tout fait, on a fait tous les exos des polis, puis on se dit qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour devenir vraiment des champions, quoi. Bon, mais ça tombe jamais, mais c'est un angle aigu. Voilà, vous pouvez très bien avoir une lettre comme étant encore un objet graphique, c'est aussi un objet géométrique, si je puis me permettre. Et là, vous avez deux angles aigus. Un angle aigu, souvenez-vous, c'est un angle inférieur à 90 degrés. Donc vous avez l'angle aigu qui est comme ça, vous avez l'angle droit qui est comme ça, et l'angle obtus qui est comme ça. Donc aigu, droit, obtus, et ça nous fait effectivement ici encore quelque chose à savoir sur les lettres. Donc voyez-vous, je vous avais promis qu'on pouvait finir par une 10e petite règle pour nos lettres, et voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce matin sur le sujet. Donc vous avez vu, les lettres, c'est assez costaud. Il peut y avoir beaucoup de sujets qui peuvent être abordés sur les lettres. Donc il faut vraiment être attentif à tout cela. Alors les lettres, évidemment, peuvent être seules. Elles peuvent être naturellement dans des mots. Et ça je vous l'ai pas dit, mais naturellement une lettre va être aussi l'objet d'un calcul très souvent. Ça veut dire que M, on sait maintenant que son rang c'est 13, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que que c'est un nombre premier. Donc on peut très bien vous donner des lettres qui sont toutes des nombres premiers. Alors pour rappel, un nombre premier, c'est quoi? C'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Il n'a que deux diviseurs entiers qui sont lui-même et 1. Donc 13 n'est divisible par rien d'autre que par 1 et par lui-même. Tandis que par exemple 15 n'est pas un nombre premier car il a plus de deux diviseurs différents. Il a 1, 3, 5 et 15. Donc 15 ne peut pas être premier car 15 est divisible par 1, par 3, par 5 et par 15. Alors que 13, il est divisible que par 1 et par 13. Donc voyez-vous, on peut très bien imaginer une série avec que des lettres premières, vous vous rendez compte? Avec un E par exemple, un G, un M, et puis on vous donne par exemple un S, et on finit par un W. Donc voilà, et on vous met au milieu de tout ça, on vous met un T au milieu. Alors on se dit mais pourquoi il y a un T au milieu? Et on me demande l'intrus. Ah, bah ouais, mais bon, le rang de E, c'est 5, le rang de G, c'est 7, le rang de M, c'est 13,
Le rang de S, c'est 19. Le rang de T, c'est 20. Le rang de W, c'est 23. Alors, j'aurais pas mis T20 en tant que concepteur. Vous savez pourquoi? J'aurais pas mis T. Pour une raison très simple, c'est qu'on pourrait trouver trop facilement la réponse, parce que ce serait presque le seul rang qui serait ici pair. Je ne sais pas si vous me suivez ou pas, mais ce serait le seul rang qui serait pair ici. Donc, ce serait hyper facile à trouver. En revanche, donc c'est pas T que je vais mettre, c'est plutôt, on va dire, la lettre O. Parce que O, il y a 15, et 15, tout d'un coup, est un nombre impair aussi, comme tous les autres nombres. Et là, je suis embêté, parce que je me dis, mince, ils sont tous impairs, lequel est l'intrus? L'intrus, vous l'avez compris, c'est parce qu'on a affaire effectivement ici à O, qui est un nombre qui n'est pas un nombre premier, car 15 est divisible par autre chose que par 1 et par 15. Alors après, on peut jouer sur 13 au carré. Donc 13 au carré, on l'a vu tout à l'heure, ça fera 169. 13 au cube, on ne vous le demandera pas. Ensuite, on vous demande par exemple, on vous dit 4. 4, c'est quoi 4? 4, c'est 1 plus 3. C'est la somme la somme des chiffres du nombre qui traduit le rang de la lettre. Donc ça veut dire que c'est la somme des chiffres du rang de la lettre. Et donc vous voyez qu'il y a ici beaucoup de possibilités. Donc voilà, moi j'espère que ce cours vous a permis d'y voir clair. J'espère que maintenant les lettres ne vous feront plus peur et que vous saurez les dompter comme il se doit. Je prends 2 minutes, pas plus, pour quelques questions. C'était pas le but forcément d'avoir un cours interactif aujourd'hui. Merci Carla, t'es un amour de me dire merci, ça fait toujours plaisir parce que j'essaie de prendre du temps pour vous et je le fais avec plaisir en tout cas et c'est gentil que vous me disiez un petit merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux prendre éventuellement quelques questions? Je vous écoute. Alors, pas de questions? Ok, salut William. Ah William, comment tu vas? Je suis content de te voir. Super, avec plaisir. Léane, Rémi, Lucie, avec grand plaisir. Super Léa, je suis très content. Très très content, merci beaucoup. Très heureux que ça ait été utile pour vous. Je pense que c'est comme ça qu'il faut avancer. Après, il faut pratiquer et après, il faut se faire confiance. C'est aussi une chose que je vous ai pas dit tout à l'heure. Merci Zoé, merci Elias, merci tout le monde. Merci, vous êtes des amours. Ce que je voulais vous dire en fait, c'est que clairement, vous allez avoir aussi votre pratique et votre entraînement qui va vous aider à y voir plus clair. Parce que je pense que plus on va faire de séries et plus on va très vite identifier quelle méthode, pour quelle série. Il y aura des choses, des formats qui vont vous sauter aux yeux. Et ça, c'est la pratique pour le coup. C'est vraiment, vraiment, vraiment la pratique. Voilà. Bon, écoutez, une très, très bonne journée à vous. J'espère que vous allez bien travailler vos épreuves de terminale parce que c'est quand même très important. Le concours Sésame, le concours Accès, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'avoir de bons bulletins, de bonnes notes. Inscrivez-vous sur mon compte Instagram. Je vous invite vraiment à le faire parce que je vais donner des conférences bientôt sur Parcoursup qui sont intéressantes. Voilà, c'est pas juste parce que je compte pas devenir influenceur, voilà, comme je ne sais quel Ilan ou je ne sais quel encore, je sais plus, moi je connais même pas les noms, Paca et compagnie. Vous avez compris, je suis très loin du compte, mais je suis là pour vous aider. Et si je peux, entre guillemets, être un petit peu influent pour vous sur la partie Parcoursup, je le ferai volontiers. Donc inscrivez-vous sur mon compte Instagram. Je donne des lives dès la semaine prochaine sur Parcoursup. Voilà, très très bonne journée à vous.